Hier, nous étions en amont du processus, puisqu'on a vu en fait les moyens de tuer et les moyens de blesser, avec la montée en puissance de cette industrialisation. Et là, aujourd'hui, nous allons voir très concrètement les effets sur les corps des combattants. Et donc, c'est effectivement dans la continuité même de nos thématiques. Alors, donc, la matinée, vous l'avez vu, consiste en oh là là, je suis fatigué de cocher. Des communications qui s'intéressent justement au corps, avec, dans un premier temps, Yves Desfossés. Yves Desfossés, sa modestie va en souffrir, mais c'est un des 4-5 archéologues de la Grande Guerre. Il faut savoir que l'archéologie de la Grande Guerre est quelque chose de récent, et je crois pouvoir dire que pendant longtemps, les archéologues de la Grande Guerre ont été mal vus de leurs collègues. Ce n'était pas une science sérieuse, entre guillemets. Et vous allez voir que les travaux de Desfossés et de quelques autres archéologues de la Grande Guerre nous projettent véritablement au cœur du vécu des combattants. Alors, bien entendu, ce vécu le fait, lui, par le biais des morts, mais justement, cette archéologie de la Grande Guerre nous en dit, à mon sens, infiniment plus que beaucoup d'analystes historiens. Parce qu'on voit les résultats de l'industrialisation dont nous avons parlé hier. Et on voit le vécu sur le terrain de ces soldats, qu'ils soient français comme allemands. Bon, ensuite, avec le docteur Xavier Long, nous verrons les effets de cette industrialisation dont nous avons parlé hier sur les blessés, et sur les blessés notamment de la face, sur le corps des soldats, et sur les moyens de les guérir, de les prendre en charge. Et là encore, il y a une transition tout à fait cohérente avec la fin du film que nous avons visionné hier. Avec Paul Ghiacci, grand spécialiste du sport, professeur des universités à Besançon, grand spécialiste du football, mon Dieu, quelle horreur. J'en parlerai. Je suis sûr que tu en parleras. Nous verrons quelles sont les motivations à pratiquer quel type de sport dans les tranchées ou à proximité des tranchées, parce que le débat est important. Et puis nous terminerons la matinée avec Stanislas Stratanovic, que j'ai toujours plaisir à inviter, parce qu'en quelque sorte le cas de l'armée serbe et des corps souffrants de l'armée serbe sont un petit peu une antithèse par rapport à tout ce que l'on a dit. Parce que la Serbie n'est pas un pays industriel, n'est pas un pays industrialisé. En 1914, la principale spécialité du pays, c'est l'élevage de porc. C'est un pays rural. C'est un pays agricole, mais c'est un pays dont l'armée va devoir subir un périple absolument ahurissant en plein hiver, un périple en retraite absolument ahurissant en plein hiver, qui va causer des mortalités absolument étonnantes, mais qui ne sont pas des mortalités au combat, paradoxalement. Donc nous terminerons la matinée sur ces dimensions, en contrepoint en quelque sorte. Et puis bon, l'après-midi sera consacré à d'autres interventions, on y reviendra. Mais pour l'instant, je passe immédiatement la parole à Yves pour sa communication. Bien. Merci. Donc je vais me permettre dans un premier temps, lors de ma conférence, de vous présenter un peu ce qu'est l'archéologie de la Grande Guerre, qui est une discipline qui a maintenant, on va dire, à peu près 25 ans, un peu plus. Et puis on abordera effectivement les sujets des corps de combattants que les archéologues sont amenés à retrouver très régulièrement sur le terrain, je m'en expliquerai. Et surtout, qu'est-ce que peut apporter leur étude, et puis aussi faire des apartés sur cette industrialisation finalement de la Grande Guerre, qu'on verra aussi bien du côté de ce qu'on peut appeler la mort quotidienne que du côté de la vie quotidienne des combattants. Je pense que vous avez eu le temps de découvrir le petit texte qui est dans mon dos. Alors j'ai longtemps cherché dans la littérature combattante ce que pouvaient penser finalement les combattants d'une future archéologie de la Grande Guerre. Alors c'est certes daté, on va parler plutôt de l'Académie des arts et des sciences et belles lettres,
Maintenant, on va plus se diriger vers les services régionaux de l'archéologie et les archéologues qui font de l'archéologie préventive sur le terrain. Mais ça résume bien un peu finalement l'action des archéologues. Et puis il y a un petit aparté sur l'âge des casernes que je trouve assez savoureux, qu'on va résumer par le document suivant. Ce petit dessin Jacques Tardy a eu la gentillesse de nous faire il y a quelques années. Je remercie aussi Jean-Pierre Vernet que je vois tout en haut. Gratuitement ? Gratuitement, hein, bien sûr, c'est un unicum. C'est un miracle. C'est une... Voilà, et donc vous retrouverez régulièrement ces petits dessins qu'il a eu la gentillesse de nous faire sur des nappes de table au restaurant auquel nous allons régulièrement en fouille. C'est surtout pour vous rappeler qu'on va en fait changer de sujet, réveiller l'auditoire si par hasard j'avais le malheur de vous endormir un peu. Voilà, et ça résume assez bien la maxime précédente. Donc, petit rappel, enfin, devant un auditoire avisé, c'est extrêmement court. Et pour vous dire, un peu vous expliquer la manière dont les archéologues finalement sont tombés dans la Grande Guerre il y a un peu plus de 25 ans. Très précisément, ça s'est surtout passé autour d'Arras, ici, à l'occasion des travaux de réalisation du TGV Nord, puisque bien évidemment, les archéologues à l'époque avaient des formations de proto-historiens, de gallo-romanisants, de médiévistes, et avaient soigneusement gommé de leur mémoire collective et individuelle la Grande Guerre, qui était un passé beaucoup trop récent pour eux. Donc en fait, on a quand même une zone de 700 km de front de Nieuport jusqu'à la frontière suisse, et ces terrains, bien évidemment, ont été abondamment bouleversés par la zone de front. Donc petit rappel, parce qu'on a aussi souvent l'impression devant beaucoup d'auditoires qu'en fait la guerre des tranchées, c'est une tranchée française qui fait face à une tranchée allemande. La réalité sur le terrain est bien plus complexe. Elle est maintenant gommée dans nos paysages, puisque l'agriculture, l'industrialisation ont finalement à peu près gommé toutes ces traces. Et finalement, les archéologues, quand ils vont se retrouver dans les champs de betteraves de Picardie et d'Artois, vont retomber sur ces vestiges qu'ils vont avoir du mal à interpréter. Voilà, donc ça c'est la concrétisation donc, de la diapositive que vous avez vue avant. Alors là, la marche arrière refuse de fonctionner, forcément. Voilà, si. Donc vous avez tout en haut, ici, ce qu'on appelle le canot d'Anneberg, et devant nous, la main de Massige. Sur les canevas de tir de l'époque, donc on voit bien cette extrême densité de vestiges que les archéologues vont recouper au cours de leurs investigations. Voilà, petit rappel, donc en fait on a fait une carte avec l'essentiel des lignes de front au cours de la Grande Guerre, et puis surtout on a indiqué finalement les terrains qui avaient été abondamment bouleversés par cette guerre des tranchées, qui est une guerre de position qui va durer plus de 4 ans, avec ses aléas, ses percées, ses avancées, ses retraites. Mais globalement, vous voyez déjà qu'on a des zones de terrain, des dizaines de milliers de kilomètres carrés, qui sont impactés par les vestiges de la Grande Guerre. Voilà, donc ces vestiges, les archéologues vont les retrouver et ça va leur poser question, la découverte de vestiges archéologiques au cours du creusement de ces tranchées avait pu interpeller les combattants de la Grande Guerre. Dans un premier temps, les archéologues ont eu un a priori assez négatif à cette confrontation avec les vestiges de la Grande Guerre. Ici, on va prendre un peu de recul. L'archéologue, maintenant, travaille à plusieurs échelles, le nez dans le guidon et sur le terrain, et puis il essaye un peu de s'extraire de la boue des champs. Ici, on a la matérialisation finalement photographie aérienne. Vous avez, mon pointeur marche-t-il? Oui. Vous avez ici une petite villa gallo-romaine dans un champ de Picardie, et vous voyez que la ligne de front passe totalement dans le bâtiment romain. Donc les archéologues se sont dit, mon Dieu, tous ces vestiges, parce que quand vous faites des sondages sur ces terrains-là, vous allez rencontrer plus de vestiges de la Grande Guerre que de vestiges antérieurs. Donc mon Dieu, tous ces vestiges ont dû vont compliquer notre travail. Ce qui est vrai dans quelques rares cas.
je dois dire, où on a par ici, alors là on est entre Amiens et Saint-Quentin, une autoroute A29 qui a été faite au début, à la fin des années 90, donc en rouge les vestiges de la Grande Guerre, et puis en noir vous voyez il y a une malheureuse ferme gauloise qui est perdue au milieu de nulle part, mais si vous regardez bien finalement l'information archéologique classique, elle est préservée malgré l'importance des creusements liés à la Grande Guerre, alors à la fois tranchées, trous d'obus. Et finalement, l'expérience fait qu'on s'aperçoit que même sur les zones de front où ça a beaucoup tapé, les archéologues ont quand même des vestiges préservés pour les périodes anciennes. Restait quand même cette abondance de vestiges dont ils ne savaient pas quoi faire et dont ils ne mesuraient pas l'éventuel intérêt. Alors, le métier d'archéologue, je dirais que si l'archéologue n'est pas curieux naturellement, il vaut mieux qu'il arrête tout de suite. On vient généralement sur un terrain sans savoir éventuellement ce qu'on va pouvoir trouver. Chacun a ses spécialisations, le romain, la proto-histoire, la période médiévale, mais il faut être ouvert à d'autres découvertes. Donc c'est finalement les archéologues confrontés à la redécouverte de vestiges qu'ils n'attendaient pas, ont commencé à se poser des questions, enfin certains archéologues, hein, pas tous, parce que c'était tellement proche de notre période qu'on pouvait, dès le départ, je dirais, condamner l'archéologie de la Grande Guerre à retourner d'où elle venait, pas grand-chose, et dire qu'on avait suffisamment d'informations à travers tous les documents d'époque, qu'on a en abondance, voire en surabondance, qui empêche aussi une exploitation, et on aurait pu laisser ces vestiges, je dirais, tranquillement sous la moquette et ne pas s'en préoccuper. D'autant plus qu'ils étaient très nombreux, donc on ne peut pas tout fouiller, l'archéologue ne fouille jamais tout, même pour les périodes anciennes. Et donc ce questionnement, finalement, il fallait qu'on le poursuive et qu'on essaye de trouver peut-être des pistes de recherche sur l'intérêt archéologique éventuel de ces vestiges. Alors, autre souci sur ces vestiges, c'est que vous êtes en zone de front, donc présence de munitions en abondance. Donc ça, c'est une récolte sur le TGV Nord dans le sud de l'Artois. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui restent en place. Et ça, c'est effectivement un frein à une recherche, je dirais, naturelle et sereine des vestiges archéologiques, quelle que soit leur période. Donc déjà, un premier élément de frustration. On a aussi testé ce qui était finalement la structure qu'on pourrait considérer comme étant la structure emblématique d'une archéologie de la Grande Guerre à venir, c'est-à-dire les tranchées. Alors c'est vrai qu'une tranchée, une fois qu'elle est rebouchée et que vous la redécapez 100 ans plus tard, c'est pas très folichon, et puis on les a testés un peu plus, hein, puisqu'on est quand même un peu curieux de nature, et c'est vrai que là, globalement, l'apport de la fouille d'une tranchée par les archéologues était vraiment extrêmement minime. Alors, vous allez me dire, si je vous raconte déjà maintenant que c'est pas intéressant, pourquoi venir? Et puis on s'est aussi aperçu, ça c'est l'expérience, je dirais, qui permet d'avancer, c'est que plus on testait ce genre de structure, plus on était à même de trouver des choses. Alors ça, c'est un facteur de l'industrialisation de la guerre. Alors une industrialisation des tranchées, des réseaux de tranchées, comme vous avez pu le voir, puis aussi une industrialisation de l'artillerie, de l'approvisionnement en munitions. Et finalement, alors ça c'est pareil pour les périodes plus anciennes, finalement les archéologues fouillent des poubelles, et tout ce qu'encombre, on a généralement tendance à vouloir l'enterrer. Alors maintenant on a des moyens mécaniques pour l'enfouissement. À l'époque, on profitait des trous qui existaient, et puis il y en avait quand même pas mal sur les zones de guerre à ce moment-là. Donc finalement, on va retrouver beaucoup plus de munitions en profondeur qu'en surface, donc un facteur risque plus important. Et puis, finalement, en surface, les agriculteurs avaient fait le travail de déminage pendant, on va dire, 80-90 ans. Donc on était dans des situations plus sereines. Donc, très clairement, c'est vrai que l'archéologie de la tranchée n'a pas connu un essor monstrueux, mais on s'est aperçu que, alors c'est aussi la pratique qui fait l'habitude et la réflexion, on s'est aussi aperçu qu'il y avait peut-être des pistes de recherche et que finalement l'archéologie de la Grande Guerre n'allait pas uniquement se focaliser sur les zones de front, qui étaient les zones marquées avec les cicatrices de la Grande Guerre, mais qui restaient des vestiges dans beaucoup de secteurs. Donc finalement, la réflexion avançant, et avec un peu de casse au passage, comme le montre cet petit dessin
de Tardy, on a commencé à réfléchir. Alors, en archéologie, vous avez deux types d'archéologie. L'archéologie préventive qui va se focaliser sur des projets d'aménagement, alors qui a souvent l'avantage d'être doté de moyens financiers et humains assez abondants, et une archéologie programmée qui va peut-être aller dans des terrains où l'archéologie préventive n'ira pas, donc notamment la forêt d'Argonne, parce que vous doutez bien qu'en forêt d'Argonne, ça fait 2000 ans qu'il ne se passe rien, donc il n'y a pas... voilà, c'est pas une zone zone d'activité commerciale et industrielle extrêmement développée. Vous avez un seuil de population qui est aussi extrêmement bas, donc l'activité, à part forestière, est assez réduite. Mais l'avantage de ces terrains, c'est qu'ils n'ont pas finalement été touchés depuis une centaine d'années, à l'inverse des périphéries de villes comme Amiens, Arras, Reims, avec cette foison de remise en culture et puis aussi d'aménagement industriel. Donc on est dans une atmosphère, je dirais, une ambiance préservée qui va peut-être permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé, éventuellement de voir les potentiels d'une archéologie de la Grande Guerre partant sur des bases de réflexion qui sont mises en place dans les années, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc je vais uniquement vous présenter les résultats qu'on peut avoir. Alors, je vais passer aussi sur quelques exemples un peu amusants et puis un peu emblématiques de l'archéologie de la Grande Guerre, mais on va surtout rester dans la forêt d'Argonne. Alors pour une bonne raison, c'est parce que c'est mon terrain de jeu favori. Et puis ça permet aussi d'aborder l'archéologie de la Grande Guerre et la Grande Guerre sous à peu près tous ces aspects. Ici, vous avez une carte de l'IGN qui a été produite au début des années 20, alors du service topographique des armées à l'époque, qui est devenu Institut géographique national, qui permet de mieux matérialiser finalement cette zone de front avec son système défensif extrêmement abouti. Alors pour vous donner une échelle, le massif de la forêt d'Argonne fait à peu près 40 km de longueur pour 10 à 15 km de large, entre la vallée de l'Aire à droite et la vallée de l'Aisne à gauche. Voilà, donc côté rouge vous avez les Français, bleu vous avez les Allemands, avec ce système défensif étagé extrêmement important, donc qui va à peu près courir sur une dizaine de kilomètres en profondeur. Mais chose intéressante, c'est que cette disposition finalement nord-sud du massif de l'Argonne va aussi préserver toutes les zones de cantonnement, parce que c'est bien joli de mettre des dizaines de milliers de combattants en zone de front, mais il faut les alimenter, il faut qu'ils puissent partir au repos, et finalement on va pouvoir étudier cette vie quotidienne des soldats, trouver à travers tous ces aspects, la zone de front, mais aussi les zones de repos qui sont finalement plus intéressantes, parce qu'une zone de front, alors même si l'Argonne a un front tranquille à partir de la mi-1915 jusqu'en septembre 1918, sont quand même des zones où les troupes stationnent, rebouleversent le terrain, le passage de leurs prédécesseurs, et donc finalement, l'archéologue, il aime bien aussi trouver des secteurs un peu préservés où la vie a été tranquille, et où finalement on va avoir beaucoup plus d'informations sur la vie quotidienne des combattants, qui est souvent un aspect assez mal connu finalement de la Grande Guerre, dans la mesure où tout un chacun ne décrit pas forcément ce qu'il a fait, surtout dans une espèce de vie un peu tranquille, un peu pépère, après son passage en ligne de front. Donc finalement, on va essayer de compléter l'information que peuvent avoir les historiens par ces éléments de vie quotidienne qui sont tellement anodins, qui n'ont pas été pris en compte, mais qui sont quand même extrêmement intéressants. C'est d'ailleurs ce que fait l'archéologue pour les périodes antérieures. On n'a pas réinventé le fil à couper le beurre pour la méthodologie. Donc la forêt d'Argonne, vous voyez, un paysage tranquille. Alors le sous-sol de l'Argonne, c'est de la gaze. Alors de la gaze, globalement, c'est de la craie, mais à base de silice. Donc c'est extrêmement pauvre et rien ne pousse à part de la forêt depuis des milliers d'années. Et donc c'est un secteur qui a toujours été extrêmement peu anthropisé. Sauf pendant la guerre, puisque là, pendant la guerre, on va dire que sur les 10 km ou les 15 km de large du front, vous avez à peu près 30 à 40 000 personnes qui sont dans les bois d'Argonne. On n'a jamais vu autant de monde. Pour vous donner un ordre d'échelle autre, on a fait un sondage à côté d'un sentier de grande randonnée pendant 15 jours, de 8h du matin jusqu'à 19h le soir. On n'a jamais vu passer personne. Donc vous voyez que ça s'est un peu désertifié depuis. Alors, ça présente aussi l'avantage, cette forêt, qui finalement, en plus, n'est pas une forêt qui est extrêmement exploitée parce qu'elle n'est pas de grande qualité, même les arbres sur la gaze ont du mal à pousser. Donc, on a des terrains qui n'ont pas bougé. La guerre s'est arrêtée. Les bois ont repris, qui avaient été bien entamés par les combats en zone de front. Les bois ont repris finalement leurs droits, et 100 ans plus tard, on a ces éléments préservés. Donc, vous avez la photo à gauche
de ce que pouvait être un cantonnement dans une tranchée en première ligne. Et finalement, sa visualisation 100 ans plus tard, à droite, donc on vous a mis une échelle humaine aussi pour vous donner, parce qu'on a en forêt, on a des repères spatiaux qui se perdent très rapidement. Au bout de 20-30 mètres, vous n'avez plus de visibilité directe. Donc on a du mal aussi à voir finalement cette densité de structures qui sont là et qui finalement attendaient un peu les archéologues. Voilà, alors pour vous donner quand même une idée de la densité des travaux qui ont été menés 4 ans, c'est cette industrialisation de la guerre, même en zone de front. Vous avez ici le canevas de tir français de fin 1918, de l'ensemble des secteurs de front. Alors le front passe, alors vous allez me dire rouge sur rouge, ça ne va pas être très visible. En fait, la zone de front est à peu près ici. Là, toutes les tranchées sont rouges, puisque les Américains nous ont fait le plaisir de reprendre le terrain à partir de fin septembre 1918. Donc tout est matérialisé dans une seule couleur, mais on voit bien la densité et les diverses lignes de défense, alors notamment françaises et allemandes. Et puis vous voyez que sur le nord de la carte, on a quand même aussi pas mal de rouge. Alors là, ce n'est pas finalement des tranchées de combat, c'est plus des zones de cantonnement, mais qui elles aussi présentent l'avantage d'être préservées, alors que dans des zones comme pour Arras, les cantonnements, aussi bien britanniques qu'allemands, ont un peu disparu, un peu moins côté britannique pour une raison que je vous expliciterai un peu plus en détail tout à l'heure. On a l'avantage aussi pour cette zone-là d'avoir les mêmes cartes mais côté allemand, alors notamment de l'organisation des secteurs. Et donc vous voyez tous les petits points bleus en fait sont les camps. Les Allemands sont des gens qui sont connus pour leur organisation et donc finalement vont, comme en plus ils tiennent le front pendant quasiment 4 ans et le secteur ils n'ont pas envie de le lâcher, ils vont bien s'installer et toutes les taches bleues un peu soutenues sont en fait des camps de repos et des cantonnements allemands. Et donc on les trouve, la zone de front est en bas de la carte, et donc on va se déplacer plus dans ce secteur-là, où finalement on va trouver une organisation extrêmement aboutie et préservée. Alors les archéologues, je vous le disais, ont la chance d'avoir des méthodes et des moyens souvent assez importants. Alors je vous rassure, on n'a pas utilisé l'avion au premier plan, on s'est contenté de celui qui est juste derrière. Voilà, mais les résultats sont assez bons. J'aurais préféré celui de devant, mais malheureusement, nos moyens ne nous le permettent pas encore. Voilà, et donc on a réalisé, comme je vous le disais, en milieu forestier, vous perdez très facilement votre orientation. Pour tout vous dire, une année, j'ai abandonné une partie de mon équipe parce que j'avais oublié ma boîte de relevé dans la voiture. Je suis parti dans la forêt, je ne suis jamais passé par la case voiture, mais par contre je suis revenu à mon équipe. Donc j'avais fait un cercle complet dans la forêt sans m'en rendre compte. Et donc en fait on a une vision spatiale extrêmement réduite, extrêmement encagée. C'est ce qui surprendra d'ailleurs les combattants américains quand on leur donnera le feu vert pour l'offensive Meuse-Argonne, et ce qui leur coûtera pas mal de monde lors de l'épisode du Lost Bataillon qui se tient dans le petit ravin qui se trouve ici. Et donc on va utiliser finalement une technique pour se donner un champ de vision très large et aussi essayer d'évaluer l'état de préservation des vestiges de la Grande Guerre. Donc c'est ce qu'on appelle le LIDAR, qui est en fait un laser aéroporté. Donc si vous voulez, j'imite l'avion très bien. Donc j'ai mon pointeur laser et je vais envoyer des points laser au sol, donc à peu près 8 points par mètre carré. La moulinette électronique va faire qu'on vont séparer les points qui ont tapé dans les feuillages ou les bois et les points qui ont tapé au sol. Et à partir de lever des points au sol, on va donc avoir une couverture topographique extrêmement précise, à peu près à une précision de 20 cm en altitude. Et on va retrouver ces paysages, vous vous souvenez de la carte du canevas de tigre que vous avez vu avant, on va retrouver ces paysages en fait préservés sous les forêts qui ne sont pas exploitées. Alors, certaines sont exploitées, vous voyez, c'est le grand quadrilatère qu'on trouve ici. Alors l'information archéologique n'a pas disparu, elle est juste nivelée. Mais par contre, sur beaucoup de secteurs, on a tous ces éléments, et donc on va à la fois pouvoir savoir finalement connaître le degré de préservation des tranchées, mais plus intéressant, on va avoir aussi la localisation des camps. Alors ici, des camps français. Hein, là, on est la ligne de front est juste, le pointeur est pas... Et juste, vous voyez le chemin blanc en haut, c'est à peu près la ligne de front pendant 4 ans. Et donc, on va pouvoir faire cette analyse. Alors, le LIDAR aussi présente, on peut quasiment tout faire avec le LIDAR, enfin,
avoir une représentation en 3 dimensions. Donc là, vous avez la représentation des abris Guyard qui se trouvent à côté de Vienne-le-Château, sur la vallée de la Vienne. Et donc, on retrouve ces éléments-là. Donc, on va aller finalement étudier les conditions de vie des soldats sur le secteur, un peu en arrière du front. On va repartir côté allemand, parce que quand quitte à faire de l'archéologie programmée, autant se faire plaisir à aller sur les endroits qui paraissent présenter le potentiel le plus important. Et on va donc se retrouver, donc vous voyez, là il y a l'étagement des lignes de défense allemandes et les lignes françaises sont matérialisées en rouge. Et on va aller donc dans le secteur de la 2e division de Landwehr, division Wurtembergeoise, qui se trouve tout en haut de cet élément. On va donc retrouver côté allemand l'organisation de ces camps de repos qu'on va aller investiguer, et notamment ce qu'on appelle le Lager Boriswald, que vous avez ici en bas à droite, dont on avait déjà finalement un plan d'organisation général, mais qui restait très général. On avait aussi, ça c'est l'avantage aussi pour l'archéologie de la Grande Guerre, c'est que vous avez une documentation extrêmement importante. Donc finalement on a aussi la vision côté français de ce que pouvait être le Lager Boriswald. Ça c'est le premier bleu, c'est-à-dire le canevas d'assemblage des photographies aériennes, la première repérage du Boriswald que vous avez en haut à droite, mais qui est marqué comme dépôt abri important, alors que c'est en fait un camp, c'est pas du tout un dépôt de munitions. Malheureusement, les photographies ont disparu, on n'a que le canevas d'assemblage. On va donc retrouver l'organisation allemande avec tous les secteurs du camp qui sont bien identifiés. Donc par exemple, vous avez la Hauptverbandplatz, donc qui était la zone hospitalière, la gare, la Mühlrabahnhof, la Pionierplatz, qui est en fait la zone où vont être stockés tout ce qui va alimenter le secteur. Donc vous voyez déjà une organisation qui est reliée par des voies de chemin de fer qui sont les petites lignes bleues, donc quelque chose d'extrêmement abouti. Et puis les zones de stationnement des troupes, donc sont les gros pâtés bleus, avec notamment, vous voyez, il y a une zone d'entraînement au gaz et puis un carré marqué Z dont on verra la matérialisation au sol et l'interprétation par repérage et photographie aérienne du camp du Boriswald par les Français. Voilà, le lidar en donne déjà une première image très abouti. Donc vous imaginez, on est en forêt d'Argonne, il ne passe que des sangliers. Là, on a à peu près une ville qui va accueillir plus de 2000 personnes, avec toute son organisation, et qui fait à peu près 1,6 km de long, sur 700 à 800 mètres de large. Voilà, on va aller sur le camp central, donc en fait, qui est une succession de petits baraquements qu'on retrouve ici sur une représentation lidar. Donc on voit qu'il y a 3 niveaux de cheminement, avec toute une succession. Il y a à peu près une centaine de cabanes par niveau, une trentaine de cabanes par niveau. Donc le lidar permet aussi d'en avoir une représentation en 3 dimensions qui donne déjà une meilleure idée de ce que pouvait être l'organisation du camp. On avait aussi une iconographie abondante dans la mesure où le Boriswald était quelque chose d'assez joli dans cet amphithéâtre naturel. Les Allemands l'ont utilisé comme carte postale, donc on en trouve, vous tapez Boriswald sur Internet, vous verrez, vous trouverez plein de choses. Donc on retrouve cette organisation très aboutie avec 3 niveaux de stationnement des cahutes. Donc c'est un camp de 3e ligne à 8 km du front, au-delà de la portée de l'artillerie. Alors c'est vrai que 8 km ça peut paraître court, mais en Argonne, on ne monte pas de l'artillerie lourde, hein, parce que s'il y a une offensive, vous perdez toutes vos pièces d'artillerie. Donc en fait, il n'y a pas de canon à grande portée sur le front d'Argonne. Donc à 8 km du front, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de renforcer vos toitures. Et puis ce côté très finalement, ma cabane dans la forêt noire, mais dans la forêt d'Argonne, des combattants allemands qui, comme ils stationnent de manière longue sur le terrain, les unités restent en moyenne plus d'1 année, ont le temps de s'installer, et même avec la rotation, puisque finalement vous avez un bataillon en grand repos au Boriswald, un bataillon en 2e ligne et un bataillon en 1re ligne, et les bataillons tournent tous les 2-3 semaines. Et donc les gens, finalement, ont tout intérêt à bien entretenir ce camp, puisqu'ils savent qu'ils vont revenir là-dessus. Et ça, c'est un côté très, je dirais, germanique de la chose. Côté français,
finalement, on reste peut-être au maximum 1 mois, 2 mois dans une même zone de front, donc advienne ce que pourra pour le suivant qui passe, et on n'a pas la même organisation des camps. Alors vous voyez, on voit ici le camp en cours d'aménagement, quelques vues pour mieux comprendre l'organisation, donc toujours ce côté aussi décoratif à base de boulot qui est très abouti. Voilà, donc quelque chose de tranquille dans lequel on va pouvoir se refaire des affres de la vie en première ligne. Hein, quelques photos d'ambiance. Vous voyez, c'est très cosy, hein, même à l'intérieur des petites baraques. Alors, la réalité sur le terrain, 90 ans plus tard ou 100 ans plus tard, est un peu plus prosaïque. Mais c'est aussi là l'œil de l'archéologue et puis des travaux qui vont permettre de mieux comprendre cette organisation et d'en détailler les spécificités. Donc on va aller donc sur ces cabanes, hein, vous voyez bien, ça c'est le LIDAR n'est arrivé que la 2e année de fouille, donc finalement les quelques cabanes qui sont plus marquées en fait sont celles qu'on a ouvertes la première année, et le LIDAR nous a considérablement, je dirais, ouvert des perspectives sur ce camp, pour lesquels on avait une perception un peu tronquée sur le terrain. Donc on va trouver des choses plus ou moins organisées. Ici vous avez une cuisine, apparemment il y a une cuisine par niveau, avec son sol bétonné, vous avez en haut à droite un exutoire, et puis derrière on va retrouver les fours qui permettent de faire la cuisine, et chaque baraque individuelle, donc en fait qui est à peu près réservée à un groupe de combat, a aussi son poêle pour l'hiver, parce que l'Argonne est aussi connue pour son climat particulièrement tempéré. Donc ces organisations-là, et puis on va voir d'autres choses qui sont en fait, là vous avez finalement l'organisation individuelle ou du groupe de combat dans sa vie hors pot, et puis vous avez les organisations générales du camp pour la vie d'un bataillon. Donc on va aller plutôt en partie centrale du camp, où on a retrouvé par exemple les douches du camp, donc avec deux grandes pièces, une rigole d'évacuation des eaux. Donc finalement j'ai perdu mon mot. Les bâtiments qui permettent une vie sociale aussi, et puis une organisation plus générale du camp. Là, vous avez la même chose, mais un peu plus nettoyée. Donc vous avez par exemple en bas à gauche, vous avez encore la place de la cuve à eau chaude, puisqu'il y avait une chaudière qui était montée sur le radier de briques qu'on voit juste au-dessus, des choses comme ça. On va aller sur une autre partie du camp, donc vous voyez cette espèce de plateforme qui se dessine bien et qui étonnamment était finalement en dehors du camp de bataillon. En fait, l'explication on la trouve aussi par le biais de l'iconographie, puisqu'on est sur le secteur du mess des officiers. Donc cette différenciation sociale, alors on sait que les officiers descendaient dans le petit village de Premont qui est en contrebas, mais vous voyez, bon, la vie était finalement, une fois hors pot, assez tranquille, et on a retrouvé les traces de ce bâtiment qui correspond donc au mess des officiers qui surplombe le camp. Et ce bâtiment a brûlé lorsque les Américains ont pris au début octobre 1918 le camp du Borisval, mais on retrouve au sol les lambourdes donc, de l'ossature en bois du bâtiment. Et aussi plus intéressant, on avait énormément de vaisselle cassée, de faïences de type hôtelier. Et en fait, on retrouve le vaisselier du mess des officiers qui a été piégé par l'incendie du bâtiment, ce qui permet de se faire une idée aussi des conditions de vie dans ce camp-là, avec une vaisselle qui est finalement d'assez grande qualité, qui montre qu'on était là vraiment le combattant, et c'est un peu de recréer, je dirais, son organisation sociale en temps de paix ou en temps de garnison ici. On a des choses comme ça un peu étonnantes qui sont des réceptacles à cure-dents. Donc, vous voyez, on ne s'est pas trouvé sur un camp de repos en seconde ligne ou en troisième ligne, et puis toute la vaisselle avec les pichets à lait, les saucières, les plats, et ainsi de suite. Donc ce qui permet de mieux caractériser les conditions de vie. Alors l'Argonne présente aussi un avantage, c'est que c'est assez humide comme terrain et qu'on a souvent des préservations d'objets assez exceptionnels. Là vous avez les restes d'une vareuse allemande. Alors la vareuse allemande n'a rien d'exceptionnel, je sais que Jean-Pierre en a des bien plus belles dans sa collection et en bien meilleur état. Ce qui est plus étonnant, c'est la présence d'objets
qui sont assez souvent non conservées. Et en fait, on a retrouvé des cartes postales en écorce de bouleau. Vous avez vu que le bouleau était quelque chose d'utilisé assez abondamment par les combattants allemands. Et les conditions de préservation sur le Borisval permettent de retrouver quelques exemplaires. Alors celles-là sont destinées à souhaiter une bonne fête pour l'année 1916. Voilà, et ça, ce sont des objets assez rares. Alors on a aussi renseigné les conditions de vie de ces combattants au repos. Alors on savait par les textes, donc il faut toujours croiser, hein, c'est ce que je vous montrerai dans la partie plus spécialement dédiée à la mort quotidienne. Donc on savait qu'il y avait un cinéma sur le camp. Ça, c'était indiqué dans les textes, on ne savait pas où il était. Puis on a fini par trouver l'emplacement du cinéma. Donc on a retrouvé, alors en bas à droite, je pense que vous reconnaissez assez facilement les pellicules, qui sont bien des pellicules de projection, puisqu'elles sont coupées, raboutées, en fait, sont les chutes de la bande fine qui s'est cassée. Et en haut à gauche, quelque chose que maintenant on a totalement oublié, mais c'est qu'à l'époque, les projecteurs, il fallait un arc électrique assez important pour produire suffisamment de lumière pour la projection, et qu'en fait, ça se faisait de manière électrique, et en fait, ce sont des bâtonnets de graphite. Donc vous avez deux bâtonnets de graphite avec comment dire, à l'intérieur, un élément métallique qui permettent de créer l'arc électrique. Alors tout ça soigneusement emballé parce que le film s'enflamme très facilement. Et donc c'est quelque chose qui s'use, le bâtonnet, le projectionniste le règle, et puis quand il est usé, on retrouve ces bâtonnets qui sont d'ailleurs, vous voyez, produits par la maison Siemens. Voilà. Des choses plus spécifiquement dédiées à la vie des combattants. Il n'y a rien de pire qu'un combattant qui a mal aux dents, hein, surtout en première ligne, et puis ces gars-là restaient quand même assez longtemps, avec un état sanitaire de la bouche qui était souvent pas très bon. Voilà, et on savait, tout à l'heure vous avez vu le petit carré avec Z, donc le Z c'était pour ZAN Station, la station dentaire, la présence d'un dentiste, et on a retrouvé la fosse dépotoir du dentiste. Donc finalement on réinvente la disposition du camp dans son détail. On va plus loin que finalement les éléments d'archives que nous avons pu trouver, donc notamment les plans d'organisation allemands. On va aussi recoller un peu au sujet qui va venir, c'est-à-dire la mort en première ligne. Alors c'est pareil, le front d'Argonne, à partir de fin 15, c'est quelque chose de tranquille. On n'a pas les grands cimetières qu'on peut trouver dans les plaines de la Marne, mais comme toute bonne ville, le camp du Borisval a son cimetière. Alors là aussi, c'est une spécificité allemande, c'est-à-dire que les Allemands, comme ils stationnent longtemps, vont pouvoir rendre un culte à leur mort, finalement, dans leur cimetière. Et donc, on va avoir souvent des cimetières avec énormément de stèles funéraires qui peuvent être des productions locales ou des stèles envoyées par les familles. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de corps de soldats allemands qui repartent à l'arrière. Alors, côté français, c'est impossible. Côté allemand, je n'ai pas la solution. Mais a priori, on a quand même ce culte aux morts qui est rendu possible par le stationnement sur la durée des soldats, puisque vous pouvez aller vous recueillir sur la tombe de vos camarades de combat pendant plusieurs mois et leur aménager un vrai cimetière. Donc on retrouve ce côté aussi très germanique des cimetières, hein. Notamment en bas, vous voyez bien cette profusion de monuments funéraires différents qu'on ne retrouvera pas dans les cimetières français à la même époque. Et puis souvent, vous avez un monument qui fonde ce cimetière, qui est souvent dédié à un seul régiment. Ici, c'est le régiment de Landwehr numéro 27, qui est un des premiers à occuper le camp en 1915. Voilà, vous avez la vision actuelle du cimetière. On n'est pas allé faire de fouilles dans les cimetières. Je dirais que la découverte de corps sur le terrain suffit, non pas à notre bonheur, mais à nous occuper. Donc on retrouve ce monument dédié au 27e de Landwehr. Alors vous voyez que l'Argonne est un pays tranquille en hiver, nécessite chauffage. Voilà, donc ce côté un peu mécanisé finalement, et puis un peu industriel des cimetières, qu'on peut les avoir du côté français, mais qui n'était pas le cas du côté allemand pendant la guerre. Mais depuis, les cimetières ont été réorganisés, et l'existence encore de quelques rares stèles qui ont été préservées de l'état initial du cimetière. Donc ici, c'est une stèle d'un major d'un bataillon de chasseurs. Donc je pense en plus c'est un fun quelque chose, donc la famille devait avoir une certaine aisance sociale et n'a pas hésité à envoyer un monument funéraire fabriqué en Allemagne sur la tombe de son aïeul. Donc pour se résumer finalement sur cette approche de ce que peut être l'archéologie de la Grande Guerre par un exemple unique,
On a pu, au bout de 50 fouilles, comprendre et préciser l'organisation donc de ce grand camp, qui est finalement comme une petite ville, 2 à 3 000 habitants en fonction du stationnement des troupes. On va avoir cette voie de chemin de fer étroite, donc c'est la ligne jaune. On sait par les textes, en fait, on a un tramway. Ils savent que toutes les 2 heures, il y a un tramway qui part du camp du Borisval pour aller au village d'Apremont, et décalé d'1 heure, et toutes les 2 heures, il y a un tramway qui remonte. Alors après, qui envoie aussi des munitions et du matériel au front. Et puis on a cette organisation, donc avec les 2 camps de stationnement, le Grand A qui est le camp de stationnement du bataillon au repos, donc du 120e de Landwehr à la fin de la guerre, et le G qui est le camp de service avec la présence des pionniers, des gens qui vont faire l'instruction à la guerre des gaz, des malades aussi. On a le H qui est la zone hospitalière, on a fouillé l'entrée de l'hôpital l'année dernière, donc toute cette organisation à cette ville, le E qui est ce qu'on appelle la Pionierplatz qui est autour de la gare du général von Mudra, donc on a finalement cette zone avec ses quartiers d'habitation, son tramway, sa zone industrielle et un peu commerciale. Et puis à côté, on va avoir le F, le cimetière, comme toute bonne ville aussi, il y a un cimetière. Et le petit D, en fait, correspond à la zone des écuries, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, même pour un régiment d'infanterie, il y a à peu près 200 chevaux qui cantonnent. Et les chevaux, vous ne les faites pas cantonner sur des pentes à Dahu, donc on les a mis sur les parties les plus basses du camp. Donc cette organisation extrêmement aboutie. Alors en C, par exemple, on a le dentiste, et puis je n'ai pas encore placé, mais en fait, le cinéma, vous voyez cette grande esplanade, ça c'est l'emplacement du cinéma. Donc on a vraiment retrouvé cette ville et remis à jour son organisation qui est extrêmement aboutie. C'est un des rares cas, il n'y en a quand même pas partout sur le nord de la France. Donc voilà un peu les réflexions de ce que pouvait être l'archéologie de la Grande Guerre. Et puis je vais juste aborder pour le plaisir de l'exemple quelques petits cas particuliers pour montrer aussi là où les archéologues finalement peuvent apporter leur grain de sel et à la connaissance de l'histoire. Alors je vous l'ai dit, les tranchées, c'est pas quelque chose qu'attire naturellement l'archéologue. On n'a pas de problématique sur la tranchée Grande Guerre. À part quelques rares cas, donc notamment ces 20 mètres linéaires de tranchées sur la ZAC Acti Park à côté d'Arras, donc fouillé au début des années 2000, où là on a retrouvé finalement un remplissage de tranchées qui n'était pas standard. Et c'est là où il est important aussi d'avoir des archéologues qui sont formés, parce que finalement, je dirais, identifier les secteurs qui archéologiquement vont être porteurs d'informations, ça demande sur le terrain des gens qui savent réagir au quart de tour, parce que sur la zone Acti Park, des tranchées comme ça, on a dû en dégager sur 60 km linéaires à peu près. Donc vous voyez, là c'est juste 20 mètres, c'est les seuls 20 mètres de tranchées qu'on a à peu près fouillés, parce que le remplissage était constitué de ces chutes d'obus, donc là, finalement la poursuite de cette industrialisation de la guerre, avec finalement une profusion aussi de matières premières. Vous retiendrez bien la forme un peu particulière des estampes à côté. Et donc l'avantage qu'on a eu sur cette découverte finalement d'un dépotoir qui s'est révélé être un dépotoir d'artisanat de tranchées, c'est comme le font les archéologues par exemple pour des fours céramiques carolingiens, on va finalement préciser la chaîne opératoire de production de cet artisanat de tranchées. Parce que je suis certain que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être hérité d'une douille d'obus qui vient de la cheminée de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère. Par contre, je défie beaucoup de monde de me dire s'il peut préciser d'où ça vient, qui l'a fait, si c'est le grand-père qui l'a acheté quand il descendait à la gare de l'Est, parce qu'il n'était pas très habile de ses mains, donc il ramenait des souvenirs, mais qu'il achetait à Paris, il y a des mercantiles qui les produisaient en banlieue parisienne. Voilà, on n'a plus l'histoire de ces objets. Alors que là, on va avoir finalement l'histoire de ces objets qui nous manque. On n'a pas l'objet fini, mais on a toute la chaîne de production, la chaîne opératoire de production. Et puis là, comme ils avaient une surabondance de matériaux, dès que l'objet présentait un petit défaut, il était balancé, mais ce qui nous a permis d'identifier qui avait fait cet objet. Et on s'est aperçu en fait que c'était même postérieur à la Grande Guerre, puisqu'en fait ce sont des objets qui sont faits par des prisonniers allemands, qui sont dans un Prisoner of War Camp, le numéro 338 qu'on voit ici, et qu'on produit jusqu'en 19, jusqu'à la signature à la mise en application du traité de Versailles, ces objets, parce qu'ils étaient retenus sur Arras, à restaurer la voie ferrée Arras-Lens, qui était un peu endommagée et qui avait aussi servi de ligne de défense,
Donc vous voyez, c'est toute cette histoire finalement de ces objets qui comme ça peuvent paraître anodins et qui ne présentaient pas de caractère esthétique très abouti, puisque ce sont les pièces qui sont rejetées pour défaut de fabrication, qui permettent de recréer finalement toute cette histoire, ce qui donne tout le sel à ces objets. Alors on a aussi été amené à investiguer des zones où on peut difficilement allumer, c'est tout ce qui va tourner autour de la guerre souterraine. Alors avec un terrain de jeu exceptionnel qui sont les souterrains autour d'Arras, qui là aussi permettent de finalement renseigner un pan assez obscur de finalement l'histoire de la Grande Guerre, mais de la Grande Guerre vue du côté des combattants, puisqu'on va retrouver les traces de leur passage. On savait que ces souterrains avaient été utilisés, puisque l'avantage d'Arras, donc vous avez la ville d'Arras en haut à gauche, vous avez toutes les carrières qui correspondent aux carrières d'extraction de craie et de calcaire pour bâtir la ville médiévale et moderne d'Arras, qui sont récupérées par l'armée britannique, qui vont être reliées par des tunnels, qui vont permettre aux Britanniques, le 9 avril 1917, de faire pétarder plusieurs mines et de déboucher à la vue des Allemands devant la première ligne de front sans que les soldats aient eu à faire leur progression en extérieur. Ce n'est pas une très grande réussite, mais finalement cette vie souterraine est assez intéressante, puisqu'il faut savoir qu'avant la guerre, il y a à peu près, je crois, 21 000 habitants dans Arras, et que les Britanniques réussiront à faire cantonner 25 000 soldats dans les sous-sols. Donc ça, c'est aussi un aspect qui avait été un peu perdu de vue et qui a été remis en exergue il y a une vingtaine d'années par les archéologues. Alors bien évidemment, vous ne mettez pas 25 000 soldats sans leur donner quelques éléments d'orientation. Donc on va retrouver tous ces panneaux indicateurs, et puis aussi des inscriptions forcément un peu plus personnelles, et notamment donc la présence de soldats néo-zélandais mais d'origine maori qui sont amenés sur le front comme tunneliers pour réaliser ces tunnels de liaison. Alors les Maoris ont un avantage, c'est qu'ils creusent des tunnels de mine à 1,90 m de hauteur, ce qui est beaucoup plus pratique que les tunnels britanniques qui sont à 1,60 m de hauteur. Enfin, du moins pour moi, je préfère largement cheminer. Et puis bien sûr, les expressions très personnelles des combattants. Alors, c'est un monde en armes, donc vous avez à peu près tous les métiers qui se rencontrent dans les sous-sols d'Arras, donc des gens qui ont un excellent coup de crayon comme à gauche. Et puis, quelques petites choses un peu plus licencieuses, mais qui sont vraiment très rares. On sent que les Britanniques, enfin l'armée britannique est bien tenue et que les officiers doivent regarder ce que les soldats gravent, puisque c'est à peu près le seul graffiti licencieux de tous les souterrains d'Arras, avec une dame qui prend sa douche, et c'est marqué French Retreat, la retraite française. Bon, à l'époque, les arrageuses ne devaient plus être très accueillantes puisqu'il n'y en avait plus beaucoup. Voilà. Donc on va repartir sur finalement cette vie quotidienne et très anodine des combattants. Et l'archéologue, là encore, va aussi utiliser ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire qu'il va étudier les objets de la vie quotidienne, par le biais notamment, côté britannique, de ces bouteilles. Alors on remet aussi en avant des usages dont la mémoire s'est complètement perdue. Alors notamment l'usage de ces bouteilles à curon, qui étaient encore très, très utilisées au début du XXe siècle, mais qui ont complètement disparu. Des usages aussi assez étonnants sur ces bouteilles à billes. Alors si quelqu'un dans la salle a déjà utilisé une bouteille à billes et a compris comment ça fonctionnait, qu'il vienne me le dire. C'est quelque chose dont vous avez une bille qui doit donner un semblant d'étanchéité à la boisson gazeuse, a priori contenue dans cette bouteille. Ce qui est ici plus intéressant, alors la bouteille à billes est aussi une aberration industrielle, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à produire, mais ce qui est plus intéressant, c'est que vous voyez, vous avez certaines de ces bouteilles qui sont décorées aux armes des divisions britanniques. On retrouve, j'en ai pas parlé, mais par exemple au Boriswald, on sait quel est le dernier bataillon qui a cantonné sur le terrain lors de l'attaque des Américains, puisqu'en fait on a retrouvé les bouchons en porcelaine à bascule, des bouteilles de bière qui étaient frappées aux armes du 2e bataillon, du 120e de Landwehr. Donc ici on a la même chose, mais pour des divisions d'infanterie. Donc 9e division, qui est la division écossaise, avec aussi une variante au chardon, bien évidemment. Et puis ce qu'on appelle la RAM division, avec la tête de bélier, le RAM.
qui doit être la 4e ou 5e division d'infanterie. Donc des petits détails comme ça qui avaient été complètement oubliés, mais qui sont importants pour la vie des combattants à l'époque, puisqu'on a ces bouteilles frappées aux armes de sa division. Alors on peut développer ces études, je vais aller assez vite, c'est pas utile, mais donc on peut développer ces études sur les pratiques du conditionnement alimentaire, notamment les boîtes de conserve qui se développent beaucoup et qui sont envoyées en grand nombre sur le front, alors avec des pratiques un peu différentes suivant les nationalités. Et là, c'est juste un petit exemple sur les jarres SRD, donc fournis par l'administration britannique aux combattants. Donc vous voyez, finalement, tous ces pans de la vie quotidienne qui ressurgissent et qu'on peut être amené à étudier désormais plus en détail. Alors, autre souci quand les archéologues ont été confrontés aux vestiges, à la redécouverte finalement des vestiges de la Grande Guerre, et notamment plus particulièrement en zone de front, c'est bien évidemment la découverte de corps de combattants qui est extrêmement, enfin pas courante, mais qui est régulière sur notamment les chantiers d'archéologie préventive. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi. Donc dernier petit objet, mais là c'est plus pour le plaisir des yeux. Donc l'industrialisation de la guerre, l'arrivée de nouveaux matériels, donc le tank, et la redécouverte en 1998 d'un exemplaire quasi complet, en profondeur. Voilà, donc un grand moment aussi pour les archéologues, et finalement là où on a appelé les archéologues, parce qu'eux savaient aller chercher des objets à grande profondeur. Donc on a redécouvert ce tank, c'est un petit clin d'œil aux petites formes que vous avez eues pour l'artisanat de tranchée. Donc ce tank à peu près à 7 mètres de profondeur qu'on a pu ressortir. Alors il a été exceptionnellement préservé puisqu'il a été transformé en abri souterrain par les Allemands. Donc voilà la petite bête une fois qu'elle est sortie. Et puis la possibilité aussi d'identifier ce tank très précisément, puisque vous avez ici la photo du tank détruit dans les rues de Fléquières en fin 1917 et la photo avec exactement la même découpe de l'explosion à l'avant-droit qui permet d'identifier ce char comme étant D51 qui répond au petit surnom de Déborah à Fléquières, et un objet qui est là exceptionnel puisqu'en fait il a été classé monument historique dès 2002 au regard de son intérêt. Donc on va repartir sur les zones de front. Si vous voulez éventuellement en savoir plus sur l'archéologie de la Grande Guerre, je ne peux que vous conseiller cet excellent ouvrage qui vient d'être réédité avec une nouvelle couverture et quelques pages additionnelles très récemment. Pour en savoir plus, mais vous avez pu récupérer les flyers à l'entrée, donc le site Archéologie 14-18, et puis des expositions de terre et d'acier, exposition qui viendra au 1er avril, c'est ça Michel ? 1er avril 2017. 2017 à Meaux, pour vous documenter sur le sujet. Et puis, aussi un petit aparté, les archéologues de la Grande Guerre ont souvent fait de l'archéologie. Alors, on est sur l'archéologie de la Grande Guerre, alors notamment sur la découverte de corps qu'on abordera aussi, à la fois sur, je dirais, une mémoire collective, c'est la Grande Guerre de tous les Français, et puis une mémoire individuelle. Et ça, je suis certain, enfin, des 4 collègues qui, comme le disait François Cochet, ont un peu développé le sujet, je pense qu'il y a, je dirais, derrière une histoire individuelle qui joue, donc notamment la Grande Guerre de tous les Français. Donc vous avez mon arrière-grand-père, fusilier marin, admis à la retraite en avril 1914. Je pense que le 2 août 1914, il était avec ses valises devant la caserne des fusiliers marins à Brest. Mon grand-père et mon père, qui n'était pas un combattant de la Grande Guerre, mais qui, je dirais, ouvre aussi la porte à l'archéologie des périodes plus récentes, puisque bien évidemment, les archéologues commencent aussi à s'emparer de... Voilà, donc quelque chose aussi d'important qui peut jouer, parce que, à la différence des périodes plus anciennes, où il y a peut-être un caractère émotionnel moins marqué pour les archéologues, c'est vrai que les choses qu'on peut être amené en tant qu'archéologue à découvrir sur le terrain font aussi appel à un côté plus personnel. Voilà. Et puis la génération d'après, mais voilà, le fiston qui commence aussi à pratiquer, c'est là qu'il faut que je m'aperçois qu'il faut que je change un peu mon PowerPoint parce qu'il vient de passer son bac cette année. Voilà. Et il participe.
Voilà, donc on va revenir vers le sujet un peu central de cette, finalement, de cette université d'été, où on a aussi une industrialisation de la mort, donc une mort qu'on va traiter, on a vu la vie quotidienne, maintenant on va aborder le volet mort quotidienne. Et ça aussi, pour les archéologues, ça a été une redécouverte sur le terrain quand on a commencé à sortir les premiers corps. Alors, bien évidemment, je ne vous affranchis pas sur le côté mort de masse de la Grande Guerre, mais à titre d'exemple, donc on a peut-être été d'ailleurs à peu près les premiers à essayer d'estimer ce qui pouvait rester sur le terrain, ça c'est un travers d'archéologues, mais globalement on peut estimer sur uniquement le front ouest à peu près à 650 000 corps qui sont restés sur le terrain, n'ont jamais été récupérés, n'ont pas connu de sépulture plus ou moins organisée. Donc vous voyez que finalement les archéologues qui sortent quelques dizaines de corps chaque année au cours de leurs travaux d'investigation ont un champ d'études qui malheureusement n'aboutira jamais. Alors on a aussi, puisque les premiers corps on les a surtout trouvés en zone de front avec des tranchées, il faut aussi relativiser cette mort au front, puisqu'on a l'impression que les épisodes de la guerre des tranchées sont les plus terribles, mais en fait, là où il y a le plus de morts, c'est plutôt la bataille des frontières et le début de la guerre, puisque sur une moitié d'année 1914, on va avoir 300 000 morts, alors que 1915, qui est pourtant l'offensive, la période des offensives de Champagne, d'Artois, on a que 350 000 morts, mais sur une période deux fois plus longue, et tout au long de la guerre, on va voir ce nombre de morts diminuer pour reprendre avec une nette augmentation, avec finalement la reprise de la guerre de mouvement, et le soldat va s'extraire de la tranchée qui finalement lui apporte une protection qui paraît efficace, alors à part avec quelques pics qui peuvent correspondre aux offensives de Verdun et du chemin des Dames, mais finalement la tranchée a joué son rôle. Alors, de temps en temps, on a quelques épisodes un peu plus difficiles. Donc ça, c'est pour juste un peu remettre dans l'ambiance et finalement montrer ce à quoi les archéologues vont être confrontés quelques décennies plus tard. Ici, on a une section de fantassins allemands qui, a priori, a été pris en enfilade, à mon avis, par un tir de mitrailleuse. Donc là aussi, on est quand même, alors même si c'est daté, enfin c'est le miroir, une photo du 7 novembre 15, je pense qu'on est plutôt sur une photo de la fin 14, même pas la fin 14 parce qu'ils n'ont pas leur manteau. Donc là aussi, on voit que finalement le combattant va plus faire cette erreur parce que là, vous mettez tous en alignement avec une mitrailleuse à 800 mètres dans l'axe de tir, on voit le résultat. Les Français sont déjà passés, hein. Si vous regardez la photo, il n'y a plus de casque, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de baïonnette. C'est déjà une photo, c'est pas du... Enfin, c'est pas le résultat, on ne va pas au résultat de tir et on ne fait pas la photo. Mais c'est pour montrer finalement ce à quoi les archéologues pourront être confrontés ou seront été confrontés dans la mesure où là, si le terrain reste en main française, le plus simple est de reboucher et de ne pas aller plus loin dans la préservation des corps. Alors, les archéologues, au début des années 90, 1991 plus particulièrement, avaient été confrontés à ce sujet à un moment où l'archéologie de la Grande Guerre n'était pas encore rentrée dans les mœurs archéologiques. Maintenant, je vous rassure, c'est chose faite. Alors, il y a certainement eu un effet centenaire, mais dans les années 90, les archéologues qui pratiquaient un peu l'archéologie de la Grande Guerre étaient un peu regardés comme des Spoutniks ou des collectionneurs de bouts de ferraille par les collègues. Et puis, il y a eu l'épisode de la redécouverte de la tombe entre guillemets, d'Alain Fournier. Mais là aussi, il faut voir que les archéologues, ils ne sont pas allés en tant qu'archéologues, mais en tant que praticiens de l'anthropologie de terrain, pour assurer l'identification du corps d'Alain Fournier. Les archéologues lorrains n'avaient pas du tout envie d'y aller, parce que ce n'était pas dans leur problématique. Voilà. Mais M. Jack Lang leur a demandé de faire un effort, donc on a choisi deux coupables ou deux responsables, Frédéric Adam et Frédéric Borat, qui ont fait cette intervention, qui était rendue nécessaire dans la mesure où on savait que c'était une fosse multiple, avec 20 ou 22 corps,
et qu'Alain Fournier était a priori dedans. Mais si on avait laissé faire les services normalement en charge de la récupération des corps de combattants en 1990, on aurait eu certainement un très grand mélange et on aurait dit Alain Fournier est certainement par là, mais où précisément c'est plus compliqué. Alors qu'en fait, ils l'ont retrouvé sans aucun problème, et c'est ce qui rend cette fouille intéressante finalement. Alors souvent, le public va se focaliser sur l'identification des corps, ce qui n'est pas l'objectif, je vous le dis tout de suite, des archéologues au départ. L'archéologue, il va étudier le pourquoi du comment de la présence d'un corps, il va essayer de renseigner comment ça s'est passé, si le corps a subi des fracas osseux, si le matériel qu'il porte permet de mieux comprendre, je dirais, l'équipement des soldats. Mais globalement, si en plus on peut l'identifier, c'est tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif de l'archéologue. L'archéologue, généralement, quand il pratique l'anthropologie de terrain, il fait ça avec des personnes totalement anonymes. C'est même souvent pour certains collègues assez gênant de mettre un nom sur un corps. Ici, on a pu le faire pour quasiment, il doit rester un individu non identifié. Mais ce qui est intéressant, c'est pas trop le fait qu'il y ait la présence emblématique d'Alain Fournier. Mais moi, globalement, Alain Fournier, j'aurais tendance à dire en tant qu'archéologue, c'est certainement un très grand écrivain, mais sa présence ne m'intéresse pas. Ce qui est plus intéressant, c'est l'étude de la fosse qu'on peut faire et de comment les Allemands ont traité finalement un problème sanitaire sur le terrain, c'est-à-dire qu'il était resté des dizaines de corps dont il fallait bien se débarrasser, et comment on a fait finalement ce travail. Alors, c'est assez intéressant, dans la mesure où on s'aperçoit que donc ils doivent être en haut. En fait, on dépose le capitaine en premier, en second le lieutenant, et en troisième le sous-lieutenant. Le second étant Alain Fournier, qui est lieutenant. Donc on a déjà un traitement hiérarchique bien avéré. Et puis après, les pauvres piou-piou ou les sous-officiers, ils sont ramenés un peu en vrac, puisque Frédéric Adam aura identifié jusqu'à 7 niveaux de dépôt de corps dans la fosse. Et c'est finalement ce traitement différent, avec en plus des corps d'officiers qui sont fouillés, alors que les soldats sont pris sur le terrain et déposés avec tout leur impédimenta, sauf leur sac à dos. Et donc c'est finalement ce traitement différencié entre officiers et hommes de troupe qui est intéressant. Il y a aussi d'autres études qu'on verra plus en détail sur d'autres cas. C'est moi ce que j'appelle l'étude des fonds de poche, qui renseigne finalement un soldat comme ça qui est enterré avec tout son impédimenta va plus nous renseigner sur sa vie quotidienne que sur sa mort. Parce que sa mort, on dira, il a été tué dans les bois sur les Hauts-de-Meuse en septembre 1914. On ne pourra pas aller plus loin. Mais donc on est allé sur cette opération un peu contraint et forcé, et finalement on a après dégagé l'intérêt archéologique de cette fouille, alors qu'il a été complètement occulté dans un premier temps par la présence d'Alain Fournier. Alors sur le terrain, comme je vous dis, il manque à peu près 650 000 corps. Bien évidemment, on va avoir des cas extrêmement variés. Je n'aurai pas ici la prétention de vous parler d'une archéologie de la mort pendant la Grande Guerre, parce que vous voyez bien, si on en fouille 30 par an, sur 650 000, avant d'établir un seuil statistique, on a encore une marge extrêmement importante. Mais on va avoir des choses extrêmement différentes, mais sur lesquelles il faut pouvoir déjà, a priori, avoir une réflexion. Alors on peut avoir les tombes vides, qui sont des tombes qui à un moment ont été bien pleines, finalement, là vous regardez, c'est à peu près la même taille que la fosse d'Alain Fournier, sauf que les corps ont été exhumés dans les années 20. On est en Champagne, mais du côté de Vitry-le-François, et sont en fait l'extrême avancée des Allemands en 1914. Et on a ces corps récupérés, mais le matériel qui est resté dans la tombe permet quand même de savoir, par exemple, qu'on a affaire à des chasseurs saxons du 12e bataillon grâce à l'identification des plaques. Alors on n'ira pas très loin, mais c'est le genre de structure qu'on peut avoir du mal à identifier sur le terrain. Alors sur le terrain, ça va se matérialiser concrètement par des choses extrêmement variées. Donc tout à l'heure, vous avez vu une fosse quasiment vide. Vous pouvez avoir des sépultures qui sont bien organisées, parce qu'on a le temps de donner une sépulture décente au combattant, quelle que soit sa nationalité et quelle que soit la nationalité de la personne qui a
procéder à l'enterrement. Il faut voir que des fois, on voit moins bien traiter le corps du copain que le corps de l'ennemi, parce qu'on est dans un contexte totalement différent et qui varie très, très facilement. Donc ça va de la sépulture très organisée. Donc là, à côté d'Arras, un Français début de guerre enterré, on a même mis un peu de chaux. Et puis vous avez des choses, bien évidemment, tous les combattants qui ont été pulvérisés sur le terrain. Donc là, vous avez par exemple, on a le trou d'obus, l'explosion et le trou de l'obus qui l'a certainement tué, avec le torse. Et vous avez la moitié du gris costal qui est dans le trou d'obus et le crâne qui est retourné. Voilà. Le prototype du disparu, c'est-à-dire le gars qui va tomber tête la première dans un trou d'obus déjà existant, qui va être réinhumé de manière tout à fait naturelle et sans aucun acte humain par d'autres explosions ou le nivellement du terrain. Ce qui est souvent une garantie d'identification, puisque là, la personne a disparu avec tout son impedimenta. À l'inverse, un corps qui aura connu une inhumation organisée, d'autant plus si c'est fait par des soldats de même nationalité, on aura essayé de récupérer ses effets personnels et il restera inconnu. Alors, vous avez aussi les soldats, là on est en Haute-Alsace à Karspach, sur le Kilianstollen. Donc en fait c'est un fragment de tunnel et de cantonnement enterré qui a été pulvérisé par l'artillerie française, et donc une vingtaine de soldats ont été piégés. Donc là encore, c'est des soldats qui sont totalement disparus, mais avec tout leur équipement, et là, toutes leurs conditions de vie quotidienne, puisque au-delà de la mort de ces personnes, on a pu fouiller tout l'aménagement du tunnel. Voilà. Alors, on a aussi développé des problématiques, comme je vous le disais, sur les fonds de poche. Si je me retourne vers l'Assemblée, si je demande de vider vos poches, on va tous avoir des choses un peu différentes, mais qui sont aussi révélatrices de notre vie quotidienne. Par exemple, moi je suis fumeur de pipe, donc j'ai ma pipe dans la poche droite et mon briquet dans ma poche gauche. Voilà, ce sont des choses qu'on va retrouver chez les combattants. Alors souvent les combattants dont le corps n'a pas été fouillé ou a été abandonné avec ces fonds de poche. Donc ça aussi c'est fonction de considérations locales extrêmement diverses. Mais on peut retrouver tous ces éléments qui vont finalement plus renseigner sur la vie de cet homme que sur sa mort. Voilà, ça c'est un combattant trouvé, alors c'est élu, entre Arras et Lens, en zone de front, un combattant allemand tué pendant les offensives de l'année 15, fin 15, et donc on retrouve alors son porte-monnaie. Je reviendrai sur d'autres exemples sur les pratiques monétaires de l'époque qui sont finalement maintenant assez peu connues, où on a oublié ces pratiques, mais qui sont assez étonnantes. Sa vie plus personnelle, avec un petit bracelet, son crayon, il était fumeur de pipe aussi, ce qui est plus courant à l'époque que maintenant. Vous avez même une petite ampoule de rechange pour sa lampe. Vous avez quelques fragments d'un livre religieux et puis la gazette de sa commune à côté de Berlin qui s'appelle Tetlow, un chapelet, et puis bon, c'est toujours un peu pour l'amusement qu'on montre ça, cet insigne solaire que vous voyez à peu près au milieu à gauche, avec un insigne un peu étonnant. Quand vous fouillez ça et vous trouvez ça dans les poches d'un combattant de la Grande Guerre. Et très prosaïquement, en fait, l'explication, elle est même portée sur le pendentif, qui est en fait un porte-clés publicitaire, puisque c'est en fait un porte-clés Carlsberg de la bière. Voilà, qui a utilisé cet emblème jusqu'en 1936. Après, je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonné. Mais il reste aux brasseries Carlsberg un très bel éléphant qui supporte le porche d'entrée de la brasserie Carlsberg, avec sur son caparaçon très belle svastika. Voilà, donc comme je vous disais, des choses aussi qui finalement représentent aussi
la brutalisation, enfin j'aime pas ce terme, mais parce qu'un combat est forcément brutal, mais je dirais les conditions très particulières de l'époque dans les combats. Donc là, vous avez retrouvé la photo que je vous avais fait faire, l'économie de la jambe qui a été retrouvée 5 mètres plus loin, ou voir des combattants qui sont complètement pulvérisés par un obus, puisque là, c'est à peu près tout ce qui reste d'un homme au centre d'un trou d'obus, donc on voit le creusement un peu plus noir. Voilà. Et aussi plus intéressant, parce que finalement, on va peut-être multiplier un geste funéraire qu'on ne peut pas identifier sur une sépulture individuelle, c'est la présence de tombes multiples. Donc ici, des soldats allemands, offensifs au printemps 18 devant Arras, on enterre les combattants retrouvés sur le terrain, donc ce sont des Allemands qui enterrent des Allemands, puisque le terrain reste en main allemande, dans un trou d'obus dont on voit parfaitement le creusement. Adopté par la disposition des corps, la vingtaine de corps. Et justement, sur ces sépultures multiples, la possibilité de justement voir des gestes, voire à caractère funéraire, puisqu'on a une multiplication finalement d'une inhumation individuelle, donc peut-être un geste qui va se répéter, et puis aussi des gestes, comme on l'a vu pour les Français, avec les 3 officiers enterrés dans un coin de la fosse et en premier. Là, on est à Gavrelle, donc toujours devant Arras, avril 17, offensive. Donc on est à la sortie d'un poste d'une infirmerie. Et donc on creuse une première tombe, une deuxième tombe parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, une troisième, mais on s'aperçoit en fait que les individus en haut à gauche, et c'est là où il y a aussi un facteur chance, on est sur un des rares régiments britanniques dont les sous-officiers portent un insigne spécifique, une grenade sur le col de la vareuse. Et on a retrouvé tous les officiers tués de ce bataillon, enfin du bataillon issu de ce régiment, en haut à droite. Donc il y a un classement sur le terrain, c'est-à-dire on met les hommes de troupe dans un coin et les sous-officiers dans un traitement différentiel en fonction du rang militaire, et on sait que les officiers du bataillon qui sont tués, eux, les corps sont ramenés sur Arras, donc un traitement comme ça différentiel. Et tout ça, c'est pas décrit dans la littérature combattante. Vous voyez, il y a énormément de pistes de recherche, on va voir un peu plus en détail un peu plus loin, par des cas champenois, qui commencent à se dessiner pour cette anthropologie de terrain. Et puis aussi, alors, des approches qui peuvent être aussi un peu différentes. Ici, juste quelques photographies, on reviendra en conclusion de la conférence, sur une approche qui est aussi fonction de la nationalité des fouillants, on va dire, puisque là, on est sur la récupération de 250 corps de soldats australiens à Fromelles il y a 4 ans maintenant, où là, finalement, on a à la fois une approche archéologique, mais aussi une approche d'identification. Le but n'était pas finalement de savoir comment les Allemands avaient procédé à l'inhumation de 250 corps de soldats australiens, mais d'essayer d'identifier le plus de soldats, enfin, nommément le plus de soldats australiens possible. Et puis quelques apartés qu'on verra plus en détail aussi en Champagne, très rapidement parce que l'heure tourne, je vois, c'est la fouille finalement de ces cimetières temporaires, qui sont aussi porteurs d'indications sur les pratiques de l'époque. Et puis un petit clin d'œil, hélas, pour tous les animaux qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille, puisqu'il y a aussi cette archéologie-là qui peut se développer. Un aspect, comme je vous l'ai dit, qui va au-delà de la pratique archéologique standard, c'est qu'on identifie souvent les corps, en manière assez, je dirais, assez percutante et assez impressionnante pour les archéologues qui n'ont pas l'habitude de cette démarche. Par exemple, ça c'est une bague, une alliance trouvée sur le corps d'un combattant tué devant Reims en 1914. Donc vous avez quand même le nom de la personne et sa date de mariage. Voilà, ça fait toujours, on va au-delà de la pratique de l'archéologie. Alors les problématiques d'identification qui vont avoir je dirais des poursuites au-delà du simple geste de l'archéologue. Ici, un soldat britannique trouvé à Arras au début des années 2000, qu'on a pu identifier grâce à sa plaque Archibald Macmillan. Alors Archibald Macmillan était quelqu'un de prudent, il savait que les plaques britanniques se conservaient mal, il a fait une imitation de plaque française qui a permis d'identifier
contrairement à beaucoup d'autres combattants qu'on a retrouvés au même endroit, mais sur lesquels on n'a jamais pu mettre un nom. Et on a été confronté le jour de sa réanimation, donc pareil, approche anglo-saxonne, réanimation, quel que soit le soldat, même s'il n'est pas identifié, il a droit à sa stèle et à sa sépulture. C'est un cas qui maintenant ne pourra plus arriver. On était au début des années 2000, mais les autorités britanniques avaient retrouvé le fils d'Archibald Macmillan, qui était né en 1916, son père est mort le 9 avril 1917, donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez impressionnant, qui est d'autant plus impressionnant que ce monsieur n'avait pas de photo de son père, il n'a jamais eu de photo de son père, par contre il avait ses lettres qu'il envoyait du front, et on a retrouvé sur le corps d'Archibald le crayon avec lequel il envoyait ses lettres. Donc vous voyez, mais là, les archéologues, ce jour-là, si vous voulez, on était dans nos petits sabots, dans la mesure où on ne sait pas s'il trouvait à la fin de la vie d'une personne lui ressortir son père était quelque chose de bien ou de mal. A priori, il était content, je vois que... Voilà. Et puis on veut aussi éviter ce genre de désagrément, les pillages du champ de bataille. Donc je vais aller très vite hein, pour conclure, hein, c'est ça 5 minutes. Voilà, donc un dernier bon exemple, on ne fera pas la Champagne-Ardenne, mais c'est pas extrêmement grave, donc c'est pour vous montrer là où tout le rôle de l'archéologue finalement pour l'étude de ces sépultures importantes. On se retrouve sur la ZAC de Acti-Parc à Arras au début des années 2000, donc vous voyez 300 hectares, là sont les tranchées de diagnostic des archéologues. On connaissait bien le contexte, donc en première ligne de front côté allemand, et puis le 9 avril 1917, déclenchement de l'offensive, les troupes engagées, et on a trouvé cette fosse. On a fouillé au fur et à mesure, et complètement dégagée. Donc vous voyez une grande fosse qui a même été prévue plus large que finalement le nombre de soldats qu'on a pu amener. Le 20e soldat, vous le voyez, est à côté. Il a dû arriver quand la première partie de la fosse était rebouchée. Et ces 19 soldats qui présentaient une disposition un peu étonnante, donc quelques vues de détails de la fouille. Mais si vous regardez bien, ces soldats sont au coude à coude dans la mort. On les a disposés de manière à ce qu'ils soient reliés dans la mort comme ils l'étaient dans la vie. Alors sur 2 soldats, ça peut être le fait du hasard. Sur 19, ça devient un geste répétitif. Donc comme je vous ai dit, un geste funéraire, et ce sont ces gestes-là qui sont les moins bien connus. Donc si vous regardez bien, donc les coudes se chevauchent, et là on a 2 soldats qui ne sont plus représentés par des fragments de corps. C'est pas parce que le corps s'est dissous, c'est qu'ils ont été mis, il n'existait plus que sous la forme de fragments de corps, mais qu'on a redisposé dans la tombe comme si le soldat était complet. On est en première ligne de front lors d'une offensive majeure. Vous pensez bien que quand les gens ont fait ça, vous faites pas ça pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les gens qui ont enterré ces soldats étaient, je dirais, intimement liés avec ces personnes. Alors c'est d'autant plus flagrant que certains présentent cette suture au niveau du front. Si on est dans la salle une trentaine, il y a 3-4 personnes peut-être qui présentent cette disposition génétique d'avoir un frontal qui ne s'est pas soudé à la croissance. Alors généralement, c'est ce qu'on appelle un caractère génétique discret, c'est-à-dire que ça peut être un marqueur familial et un marqueur de sous-alimentation, ce qui sur des populations de la fin du 19e siècle dans l'Angleterre industrieuse est pas étonnant. La seule chose, c'est que sur les 19 corps, les 3 qui présentent cette caractéristique-là, donc ils sont statistiquement déjà plus nombreux que la normale, il ne devrait y en avoir qu'un, les 3 sont les uns à côté des autres. Donc on peut supposer un lien familial entre ces 3 soldats qui s'est répété dans la tombe, puisqu'on a jugé qu'il était important de les mettre les uns à côté des autres. Voilà, donc c'est pour vous montrer finalement tout l'apport de ce que la simple fouille d'une tombe peut montrer comme lien de camaraderie et leur matérialisation au sein d'une tombe. Donc j'ai à peu près abordé tous les sujets que je voulais. Vous n'aurez pas la Champagne-Ardenne, mais c'est pas essentiel. Et donc si éventuellement... On m'accorde 5 minutes. Alors je vais aller très vite, hein, mais donc si vous voulez, là ça va être un peu finalement un résumé rapide de ce qu'on a pu faire en Champagne depuis maintenant 7-8 ans.
pour vous montrer, alors finalement je vais reprendre des exemples de ce que vous avez vu précédemment, mais qui sont assez intéressants. Donc on va en Champagne, ex-Champagne-Ardenne. Donc c'est pour vous montrer aussi ce caractère omniprésent du front. J'ai des collègues géographes qui se sont amusés à calculer. Donc vous voyez, pour 1 km linéaire de front, devant Reims, vous avez 92 km linéaires de tranchées. Les monts de Champagne, 116 km linéaires. Et l'Argonne, mais là c'est la forêt, et puis c'est un peu plus pentu, 78 km. Donc c'est pour vous montrer cette imbrication. Et donc finalement, on va surtout éventuellement retrouver des corps dans ces secteurs-là, mais plus loin. En bas à droite, c'est la fosse vide que je vous ai montrée. Hein, on reprend ça. Et puis on va retrouver ces combattants donc, de la guerre de mouvement, un peu disséminés n'importe où. Là, on est à côté de Dormans, un artilleur allemand de juillet 1918. Donc là, je vais vite parce qu'on n'a pas trop d'éléments à part une identification qui a été permise aussi par les études d'archives. On va aller plutôt sur Reims, où là on va avoir aussi la matérialisation de cette guerre qui n'est plus de mouvement, mais qui n'est pas encore véritablement la guerre de tranchées, puisque c'est le moment où le front se fixe autour de Reims, sur des petites tranchées qui étonnamment ont été préservées et n'ont pas été touchés par des grandes tranchées. Donc vous voyez ces espèces de petites lignes qu'on a trouvées. Alors au sol, ça fait 40 cm de large, 40 de profondeur. Sont les premières tranchées devant Reims, en fait, sont plus des trous de tirailleurs qui sont reliés à l'avantage de la nuit, mais très rapidement, on s'est aperçu que ces trous de tirailleurs étaient remplis. Alors notamment, voilà à quoi ça devait ressembler après l'assaut devant Bethny, et on a quand même 13 corps piégés sur place, donc vous voyez c'est quand même assez important. Alors là aussi on a une grande variabilité, des soldats qui sont complètement pulvérisés par les obus, et puis des choses plus étonnantes, alors qui justement nous montrent cette industrialisation des camps. Enfin là en 1914 on n'est pas dans... mais on utilise quand même déjà de l'artillerie. Alors on sait que les Français amènent des 122 Banches sur Reims pour tirer sur Bethny, donc on va retrouver l'arme du crime, hein, c'est une véritable enquête. Pour vous montrer aussi les effets de ces bombardements et ces effets de souffle, vous avez ici les cartouchières, enfin les lames chargeurs portées par un soldat allemand dans ces cartouchières. Vous voyez comme elles sont pliées par l'effet de souffle. Vous imaginez l'état de la cavité abdominale de ce soldat-là après avoir été tué par l'explosion. Des souffles qui sont suffisamment importants pour casser en deux les boucles de ceinturon de ces soldats, et donc la matérialisation de cet effet, puisque là on a 3 soldats tués sur place, les corps non récupérés. Donc vous voyez, celui de gauche était assis au fond de la tranchée, le souffle, l'obus arrive à droite à peu près une quinzaine de mètres, le souffle l'écrase au fond de moi je l'appelle la grenouille. L'autre était lui dans l'autre sens, il est poussé en arrière par le souffle, les bras remontent, et c'est là où on va retrouver en fait les cartouchières, la ceinture saute et les cartouchières sont bloquées par les coudes. Alors celui-là on n'avait pas bien compris comment ça fonctionnait, mais en fait lui aussi était dos au souffle, et en fait il devait avoir les jambes un peu allongées, donc ça n'a pas donné suffisamment de souplesse au bassin, et c'est la colonne vertébrale qui fait ce très beau S. Et cerise sur le gâteau, après le crâne a tourné de 90 degrés, donc un torticolis définitif. Je vous laisse... Voilà, on va conclure là-dessus. On a eu la chance de tomber sur une unité très particulière, qui est le 73e régiment de fusiliers hanovriens, qui vous dira peut-être quelque chose, puisqu'en fait c'est l'unité d'Ernst Junger. Mais Ernst Junger n'est pas encore là, il ne débarquera à Bazancourt que 3 semaines plus tard. Donc on peut identifier très précisément ces soldats. Là encore, l'identification individuelle est assez rare, surtout en début de guerre. On a une seule identification par une plaque, mais vous voyez c'est un numéro juste de compagnie, un Stammrollen de numéro. Et donc, comme je vous le disais, c'est surtout l'étude de ce que portaient les soldats sur eux qui va être intéressante, donc notamment ces cartouchières, avec souvent une précaution qu'on retrouve chez beaucoup de combattants. On essaie de mettre une lame chargeur en plus, une ou deux. Voilà, donc là vous avez 10 lames chargeurs au lieu de 9 dans la... Voilà à quoi ressemblaient les combattants de l'époque, normalement du 73e régiment de fusiliers, mais la réalité est beaucoup plus prosaïque sur le terrain. Alors on pourrait en parler
mois et des mois. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est leur fonds de poche, alors notamment les utilisations monétaires, avec la présence par exemple de lire Vatican ou de centavo argentin, mais qui sont des pièces en argent et qui sont échangeables sur place. La collecte de quelques souvenirs, médaille civique belge, porte-clés publicitaire de Champagne. Voilà, donc je vais m'arrêter, hein, je te rassure. Donc pour vous montrer que finalement, cette archéologie peut apporter beaucoup de choses sur la connaissance finalement très intime de ces combattants, des pratiques aussi funéraires du champ de bataille, mais qu'elle ne restera finalement qu'une succession de cas individuels. On ne peut pas faire de grandes synthèses ou de généralisation à des histoires individuelles.